Tout simplement parce qu'on a tous dans la tête l'image du vendeur de voitures qui troule dans la farine avec un grand sourire, ou l'image négative du vendeur requin du loup de Wall Street. Plus sérieusement, je crois que la vente, elle fait peur parce que on la confond avec la manipulation. Et ça, c'est un vrai problème culturel, hein, surtout en France. On nous a éduqués à ne pas se vendre, à rester modeste, à ne pas déranger. Résultat, proposer quelque chose à quelqu'un, ça ressemble à de l'intrusion. Et puis, il y a la peur du rejet. C'est très humain, hein, quand on offre et refuser. Tu vis ça comme un rejet personnel. Tu te dis, c'est moi qu'on n'a pas voulu. Alors qu'en réalité, c'est juste un pas maintenant ou un pas pour moi. La vente, elle fait peur parce qu'elle nous expose. Et l'exposition, je crois que ça demande du courage. Oui, absolument, hein. Et je dis souvent que la vente, c'est 20% de talent et 80% de méthode, hein, et d'entraînement. Comme dans un sport d'ailleurs. Est-ce que tout le monde peut devenir Cristiano Ronaldo ? Non, je ne crois pas. Mais est-ce que tout le monde peut apprendre à jouer au foot et se faire plaisir et gagner des matchs sur un terrain ? Oui, clairement. C'est pareil pour la vente. Il y a des fondamentaux qui s'apprennent, l'écoute active, la découverte des besoins, la gestion des objections, la capacité à conclure. Tout ça, évidemment, ça s'acquiert. D'ailleurs, ce qui différencie les gens, c'est leur envie d'apprendre et leur capacité à se remettre en question. Pas leur talent inné. D'ailleurs, je crois que les meilleurs commerciaux que j'ai formés ne sont pas toujours ceux qu'on aurait imaginés au départ, mais ceux qui ont investi en eux, en se formant et en s'informant. Totalement. Et j'adore cette question parce que, en fait, elle fait souvent des étincelles dans les têtes quand je la pose en formation. D'ailleurs, un jour, c'est marrant parce que mon fils me dit « Papa, je vais jouer à ma console en bas, comme ça tu pourras regarder ton match tranquille sur la grande télé du haut. » Cicéron a dit un jour « Tiens, si tu veux me convaincre, tu dois penser ce que je pense, ressentir ce que je ressens et me parler avec mes mots. » Donc là, en l'occurrence, mon fils, il a essayé et il m'a vendu le fait que je pouvais regarder mon match tranquille s'il descendait. C'est pareil. Et donc, si tu admets comme moi que vendre, c'est convaincre quelqu'un de quelque chose, eh bien, en fait, la vente, c'est la vie. Je sais pas moi, par exemple, quand tu grilles un feu rouge, tu vas vendre l'idée que c'est parce que tu vas accoucher. Ok, je crois que ça fonctionne pas avec tout le monde d'ailleurs. Quand tu rentres chez toi et que ton conjoint ou ta conjointe a envie de sortir et pas toi, c'est que ton conjoint ou ta conjointe, évidemment, t'a vendu l'idée de sortir. Ou alors, peut-être que tu ne veux pas divorcer. Donc en fait, que tu vendes des Airbus ou des allumettes, que le se vende soit lors d'un recrutement, ou quand on veut séduire ou vendre une idée à son chef, en fait, le principe reste le même. Le fait que tu n'aies pas le titre de vendeur ou que tu ne sois pas payé la commission n'est qu'une question technique, en fait. Une augmentation ou une promotion, en fait, c'est une commission. Gagner de nouveaux amis, c'est une commission incroyable. Le monde entier fonctionne à la commission. Et tout le monde est obligé de vendre. En fait, vendre, c'est influencer positivement une décision. Et c'est faire gagner quelque chose à quelqu'un. Et ça, on le fait tous les jours. La différence entre quelqu'un qui vend bien et quelqu'un qui ne pense pas savoir vendre, c'est souvent juste une question de conscience et de méthode. Un bon vendeur aujourd'hui, je crois que c'est avant tout un excellent enquêteur. Quelqu'un qui pose les bonnes questions, qui écoute vraiment. Et quand je dis vraiment, je veux dire sans penser à sa prochaine réplique pendant que l'autre parle. Et qui va comprendre ce que le client veut réellement. Un bon vendeur, c'est aussi quelqu'un qui crée de la confiance rapidement, authentiquement. Aujourd'hui, les clients, ils sont surinformés, ils ont Google, ils ont LinkedIn, ils ont les avis en ligne, ils ont l'IA. Donc, si tu essaies de les embobiner, de toute façon, t'es grillé en 30 secondes. Et enfin, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui ose poser des questions inconfortables, qui ose annoncer son prix sans trembler et qui ose conclure. Parce que beaucoup de gens font une belle découverte, une belle présentation. Et
n'ose pas demander la commande. C'est dommage, non? Alors là, sans hésiter, hein, il parle trop et écoute trop peu. C'est l'erreur numéro 1. Le vendeur qui arrive avec sa belle présentation PowerPoint, ses 47 slides, et qui déballe tout son catalogue sans avoir pris le temps de comprendre ce que le client a vraiment besoin. D'ailleurs, je le dis souvent, hein, un bon entretien de vente, c'est le client qui parle 70% du temps. Pas toi. Ton rôle, c'est de poser les bonnes questions et de rebondir intelligemment sur ce qu'il te dit. Et dans les questions, évidemment, des questions ouvertes. Et comme un inspecteur de police, hein, comme dans les enquêtes de Colombo pour les plus anciens, tu dois poser des questions et l'inspecteur de police pose des questions pour trouver des indices, des preuves. Eh bien, le commercial doit poser des questions de qualification. Mais surtout, comme l'inspecteur, encore une fois, qui doit trouver le mobile du crime, le commercial doit poser des questions de motivation en allant chercher les pourquoi. La deuxième erreur, oui, parce que j'en ai une deuxième qui me tient à cœur, c'est de confondre présentation et argumentation. Présenter, c'est dire ce que tu fais. Argumenter, c'est montrer en quoi ce que tu fais répond précisément au problème de ce client. Et c'est pas pareil du tout. Alors je crois que je vais en donner 3, hein, parce que je crois que 3, c'est mon chiffre préféré. Premier conseil, prépare-toi. Prépare-toi vraiment avant chaque rendez-vous. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je sais de mon prospect? Qu'est-ce qu'il cherche probablement? Quelles objections va-t-il sûrement me sortir? La préparation, c'est 80% du résultat. Les meilleurs athlètes s'entraînent plus qu'ils ne font de compétition. Les meilleurs vendeurs, pareil. D'ailleurs, Arthur Ashe, ancien joueur de tennis, disait « Une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. » La méthode que je donne souvent, c'est la méthode SOS. Situation, quelle est la situation de ton prospect ou de ton client? O pour objectif, quel objectif tu te fixes à ce rendez-vous? Et le dernier S, de quel support tu as besoin pour que ton rendez-vous se passe bien. Deuxième conseil, écoute pour comprendre et pas pour répondre. Ça paraît simple hein, quand je le dis comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Entraîne-toi à te taire après avoir posé une question. Laisse le silence exister. Le silence, c'est ton ami en vente, sauf à la conclusion. C'est souvent dans le silence, d'ailleurs, que le client te dit la vraie chose importante. Pense à rebondir avec des « c'est-à-dire »,« qu'entendez-vous par », mais encore. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est traite les objections comme des cadeaux. Une objection, c'est un signe d'intérêt, ce n'est pas un mur. C'est une invitation à aller plus loin. Quand quelqu'un te dit « c'est trop cher », il te dit pas au revoir, hein. Il te dit « convainc-moi que ça vaut ce prix ». C'est une sacrée différence et un sacré état d'esprit. Oui et non, les fondamentaux, eux, n'ont pas changé. La confiance, l'écoute, la création de valeur, ça c'est intemporel, hein. Ça marchait en 1990, ça marche aujourd'hui, hein. En revanche, ce qui a radicalement changé, c'est le contexte. Le client arrive aujourd'hui en rendez-vous en ayant déjà fait 60 à 70% de son parcours d'achat seul. Il a cherché sur Google, il a lu des comparatifs, il a regardé des témoignages clients, il a peut-être déjà parlé à tes concurrents, il s'est renseigné sur l'IA. Donc le rôle du vendeur a évolué. On est passé d'un rôle de porteur d'informations à un rôle de créateur de valeur ajoutée. Et si tu n'apportes pas quelque chose que le client ne peut pas trouver tout seul sur Internet, désolé, hein, mais tu ne sers à rien. C'est brutal à dire, hein, mais c'est la réalité. Mets-toi en mode consultant. Un rôle énorme, et je le vis moi-même, puisque LinkedIn est aujourd'hui un de mes principaux canaux de prospection et de visibilité. LinkedIn, en fait, c'est la plus grande base de données professionnelle qui existe, hein. On parle de 30 à 35 millions de profils en France, d'ailleurs. C'est une opportunité incroyable, mais, et c'est un grand mais, beaucoup de gens font du LinkedIn comme ils faisaient du démarchage téléphonique en 1995.
Ils envoient des messages génériques, ils parlent d'eux, ils pitchent leur service dès le premier contact. C'est l'erreur classique. Le digital n'a pas changé la relation humaine. Les gens n'aiment toujours pas se faire vendre quelque chose. En revanche, ils adorent acheter. Donc, sur LinkedIn, comme ailleurs, ta mission, c'est de créer de la valeur, de partager ton expertise, de susciter la curiosité. Pas de balancer un catalogue dans la boîte de messages de quelqu'un qui ne t'a rien demandé. Je voudrais dire oui, évidemment, et par certains aspects, c'est vrai. Les méthodes manipulatoires, les techniques de closing agressives, ça marche de moins en moins parce que les clients sont éduqués et ne se laissent plus avoir. Mais en même temps, la digitalisation, je crois qu'elle a créé un paradoxe. On a plus d'outils pour se connecter aux gens et pourtant, on est parfois moins connecté. Un mail, ça déshumanise. Un message automatisé sur LinkedIn, c'est l'opposé de l'humain. Donc, la vente peut être plus humaine si, tout simplement, le vendeur choisit de l'être. C'est un choix. Et je pense que là, c'est l'avantage concurrentiel aujourd'hui. L'humain, le vrai, l'authentique. C'est devenu rare et donc précieux. N'hésite pas à rencontrer tes clients, à aller déjeuner avec eux, à bouger, à aller chez eux dans leur entreprise. Je crois que c'est le mental, la résilience, la capacité à encaisser le non et à se relever. J'ai rencontré des gens brillants, techniquement, qui connaissaient leurs produits sur le bout des doigts, qui maîtrisaient toutes les techniques, mais qui n'arrivaient pas à vendre parce que le premier refus les paralysait, et ils s'arrêtaient là. Et j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas forcément un bagage technique extraordinaire, mais qui avaient une conviction absolue dans leurs produits. Une vraie empathie pour leurs clients et une ténacité à toute épreuve. Ceux-là, ils vendent. La différence entre quelqu'un qui réussit en vente et quelqu'un qui échoue, c'est souvent la tolérance à l'échec. Les meilleurs vendeurs que je connais, d'ailleurs, ont tous un point commun. Ils ont essuyé énormément de refus. Mais ils ont choisi de voir chaque refus comme une leçon et non pas comme une sentence. Tout simplement, commence par ton réseau. Vraiment, tes premiers clients sont souvent plus proches que tu ne le penses. Anciens collègues, anciens d'école, amis, relations professionnelles. Fais-leur savoir ce que tu fais. Clairement, simplement. Ensuite, arrête d'attendre d'être parfait pour commencer. Ton pitch ne sera jamais parfait. Ton offre ne sera jamais parfaitement ficelée. La seule façon de progresser, c'est d'aller sur le terrain et d'apprendre de chaque conversation. Et puis, voilà, voici quelque chose de contre-intuitif. Ne parle pas de toi, parle de ton client. La question que tout prospect se pose, c'est en quoi ce que tu me proposes va changer ma vie ou résoudre mon problème? Si tu réponds à cette question clairement, je crois que tu as fait 80% du travail. C'est simple, sans vente, il n'y a pas d'entreprise. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, le meilleur produit, le meilleur service. Si tu ne sais pas le vendre, tu n'existes pas. Alors ça reste une belle idée dans un tiroir. Moi j'ai vu des projets extraordinaires mourir parce que les fondateurs ne savaient pas ou ne voulaient pas vendre. Et j'ai vu des projets très ordinaires cartonner parce que les porteurs de projets savaient créer du désir et convaincre. Savoir vendre quand on entreprend, ce n'est pas optionnel. C'est la compétence numéro 1, avant le marketing, avant la comptabilité, avant le juridique. Parce que sans revenu, tout le reste ne sert à rien. Et je terminerai par ça. Vendre, c'est rendre service. Si tu crois vraiment ce que tu proposes, va aider les gens. Ne pas leur en parler, c'est presque une faute. Tu leur fais du tort. Donc vends avec éthique, avec passion, avec méthode, mais vends.